Merci Dominique et la Société d'hématologie et francophone de Graines de Moelle de nous avoir permis. Alors moi je suis un peu l'intrus dans la salle, là j'ai pas vu beaucoup de neurologues sauf mon coach Sherman. Là, d'accord, salut Gilles. Sinon après ils vont dire on a vu la bouche, ils ne nous ont même pas dit bonjour. Donc, oui, ça marche, merci beaucoup. Donc je suis un peu l'intrus parmi vous. Juste deux choses par rapport à ce que vous avez dit Dominique. Pourquoi on est amené à se voir, c'est que la neurologie est en train de vivre un bouleversement. On a eu l'IRM il y a 25 ans. En fait, aujourd'hui, la neurologie devient immunitaire. Donc, on se voit pour la sclérose en plaques. Vous avez des représentants de Garche sur les neuropathies inflammatoires périphériques. Et puis, quand on voit l'évolution dans d'autres maladies centrales, qui est extraordinaire, comme la démence d'Alzheimer, qui est clairement immunitaire, avec des anticorps monoclonaux dans les aspects thérapeutiques. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, mais dans la migraine, on a des anticanocalciques qui sont en cours d'expérimentation. Donc, première chose, déjà, la neurologie est en train de devenir une maladie, une thématique neuroimmunitaire. Sur ce principe simple, dans la sclérose en plaques, ce qui a énormément changé, c'est des lignes thérapeutiques. Et en fait, on rejoint les hémato-oncologues avec des stratégies thérapeutiques, des prises de risques, des décisions à prendre, et d'où l'intérêt fondamental des RCP. Troisième chose qui est très importante dans la sclérose en plaques, c'est l'évaluation. On parle beaucoup d'évaluation au niveau ministériel. Comment on évalue aujourd'hui un traitement dans la sclérose en plaques? Premièrement, c'est l'efficacité, ce que vous disiez, qui est mixte, à la fois sur la clinique, pas de poussée, c'est intuitif, de pas de progression de la maladie, qui est l'enjeu clair de la maladie 10 ans plus tard, c'est la progression, et puis l'IRM. L'IRM est aujourd'hui le meilleur marqueur pour montrer qu'il y a une maîtrise immunitaire. La poussée, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est effectivement, comme en cancérologie, la rémission de la maladie, qui aujourd'hui, ça va changer dans les 5 à 10 ans à venir, aujourd'hui est basée sur l'absence de poussée de progression, l'absence de nouvelles lésions sur l'IRM cérébral. Et là, on est dans une situation d'équilibre, de maîtrise de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on empêche la progression 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est la vraie question. En tout cas, on a une maîtrise inflammatoire. Il faut savoir que ça, probablement, ça changera d'ici 5 à 10 ans, avec peut-être des biomarqueurs, les neurofilaments, ça vous devez sûrement connaître, qui sont quand même non spécifiques de l'évolution de la sclérose en plaques, et puis des stratégies également d'exploration de la remobilisation, notamment avec des papiers qui sont en train de sortir sur le PET-IRM et la remobilisation. Clairement, il y a des malades, des bons remobilisateurs sous traitement et des malades non remobilisateurs. C'est très important quand on part dans des stratégies thérapeutiques complexes comme l'autogreffe de moelle pour mettre en perspective. Donc, effectivement, on a, donc ça c'est ma diapositive de lien d'intérêt, on a donc des recommandations françaises avec un atelier en 2017 à Lille, qui sont en fait des recommandations aussi internationales, c'est assez consensuel. Les questions posées sont assez simples. Quel groupe de patients sclérose en plaques sont candidats? Quel est le bilan effectué? Mais ça, c'est plus votre domaine. Comment effectivement valider une indication d'autogreffe de moelle dans la sclérose en plaques? Et donc, effectivement, les RCP 2 fois par mois. Les protocoles, c'est plus votre domaine. Et puis, quel est le suivi? Alors, premièrement, quels sont les patients sclérose en plaques candidats à une autogreffe de moelle? D'abord, avoir un diagnostic de sclérose en plaques. Donc, c'est les critères Thomson 2017, publiés dans le Lancet Neurologie en février 2018, effectivement, avec une marge conservée. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire un score de 16 inférieur ou égal à 6. Or, à la consultation, la majorité des patients qui nous posent la question de l'autogreffe, c'est des malades qui ont perdu la marche. Et c'est difficile à expliquer à des patients que là, le bénéfice-risque va être défavorable à l'autogreffe de moelle. Alors que c'est les malades les plus évolués ou évolutifs qui nous demandent ça. Et donc, c'est des choses simples, mais si la marche n'est pas conservée, a priori, on ne va pas les porter à la greffe. Et ensuite, et c'est en rouge, des patients où on a la démonstration d'une activité inflammatoire. Donc, la démonstration d'une activité inflammatoire, c'est une poussée clinique et également une activité radiologique, c'est-à-dire ou des nouvelles lésions ou des prises de gadolinium. Donc, on voit que c'est des critères simples, il n'y a rien de compliqué, mais assez stricts finalement. Donc, ces patients rémitants qui ont une marche conservée, qui gardent une activité inflammatoire clinique et radiologique, c'est maintenant quand on doit greffer ces malades. Et ça, c'est les vraies questions.
C'est un peu comme le Parkinson il y a 30 ans, Gilles. Il y a les dopato, dopatard, tu comprends ce que je veux dire. Ben, c'est pareil, c'est greffer tôt, greffer tard. Et c'est compliqué à définir. Effectivement, il est recommandé que les patients soient en échec thérapeutique après au moins 2 lignes thérapeutiques. En gros, on a 3 lignes thérapeutiques dans le Scodoplaque à ce jour, assez codifiées, qui sont les immunomodulateurs, interférents, effectivement, Copaxone, ou les traitements par voie orale, terrifunumide ou diminutif fumarate. Les deuxièmes lignes qui sont dans l'immunosuppression, le fingolimod, qui est un séquençateur de lymphocytes, ou le natalizumab, qui est le premier anticorps monoclonal prouvé efficace dans la sclérose en plaques. Et puis, probablement, la troisième ligne, vous l'avez cité, c'est les anti-CD20. Et après, on ne sait pas. Après, on ne sait pas comment traiter. Et donc, le problème pour nous dans la sclérose en plaques, ce n'est pas tant d'être convaincu que la greffe marche. Ça, on en est convaincu. C'est le moment où on va proposer la greffe de moelle. On a le même problème avec une autre molécule que vous avez citée dans les traitements d'induction, Dominique, qui est l'Amtrada, ou l'altranzumab. J'ai vu que dans les protocoles, vous l'utilisiez en thérapie d'induction. Il faut savoir que nous, on l'utilise aussi en thérapie d'induction anti-inflammatoire. Ils n'ont pas de conditionnement à la greffe. Et on a le même problème en France par rapport au positionnement des anti-CD52, c'est-à-dire l'altranzumab. Il faut savoir, dans les études pivots de l'altranzumab, le Amtrada, il était donné en première ligne ou deuxième ligne. En France, c'est nous qui coordonnons la cohorte des patients sclérose en plaques sous Amtrada. Il était en troisième ligne et plus, avec un score de 16 moyen à 6, c'est-à-dire une marche déjà extrêmement gênée, et une durée moyenne de la maladie de 8 ans d'évolution, alors que dans les études pivots, c'était à 3 ans. Et donc, on a des gros problèmes qui sont rationnels, mais aussi probablement culturels, de la place de l'immunosuppression lourde dans la sclérose en plaques, et je dirais l'immunosuppression en étant provocateur un peu irréversible. Les anti-CD52 et l'Amtrada, et l'autogreffe de moelle. Donc, le message est simple, c'est que dans la sclérose en plaques, on est persuadé de l'efficacité de la greffe, ça, il n'y a aucune ambiguïté. On est à peu près consensuel sur les sélections des patients. Rémittant, marche conservée, preuve d'une activité inflammatoire, clinique et IRM. La seule question, c'est le curseur au moment où on va positionner l'indication de la greffe. Et on le voit en RCP, même sur des centres qui sont motivés, convaincus et qui ont des grosses activités, c'est souvent déjà des patients en quatrième ligne thérapeutique. La question, c'est de déplacer le curseur plus vers une deuxième ligne. Ça, c'est les formes rémittantes. On peut greffer des formes progressives. Alors ça, c'est un message très important. Même critère, à condition qu'ils aient une activité rémitante. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un processus de dégénérescence neuronale où on sait que les médicaments anti-inflammatoires, quels qu'ils soient, hormis peut-être les anti-CD20, ne vont pas avoir d'action. Et donc, on peut greffer des formes progressives à condition qu'il y ait une démonstration d'une activité inflammatoire, c'est-à-dire poussée et activité IRM. Alors, le bilan pré-greffe, ça c'est vous qui le faites, hein. Moi je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. Il y a des critères d'exclusion, handicap élevé, perte de la marche, l'atteinte cognitive, ça c'est très important, parce qu'il va y avoir une bonne adhérence du patient au schéma thérapeutique proposé, des états psychiatriques sévères, et puis ça c'est plus votre domaine sur les maladies associées ou des contre-indications sur l'atteinte générale ou systémique, mais c'est plus vous qui nous guidez. Alors, effectivement, le RCP, vous l'avez créé il y a de nombreuses années, et les neurologues se sont greffés depuis 18 mois sur votre RCP. Effectivement, c'est bien les premiers 3e mercredis de chaque mois. Et ça marche très bien avec une fiche très simple à remplir et un partage d'écran. Et puis, le compte-rendu qui est envoyé et une décision consensuelle qui est envoyée. Alors, le but de la RCP, bien sûr, c'est de motiver les troupes, mais nous, ça nous sert beaucoup parce que, et Nathalie Fégueux est là, elle connaît bien ce problème. Quand on a des malades, on sait très bien qu'on ne peut pas les proposer à la greffe. Ce qu'on fait en pratique, c'est que, très gentiment, Nathalie les voit, on remplit la fiche RCP, qu'on soumet au RCP, et comme ça, entre guillemets, ça dilue la responsabilité vis-à-vis de la relation en duel entre patient et médecin. C'est très pratique pour nous, ça permet un petit peu d'aplanir les choses. La déception est grande, effectivement. Vous l'avez bien souligné, on a vu des patients sclérose en plaques hors ressources thérapeutiques qui ont vendu leur maison pour aller être greffés je ne sais pas où en dépensant une somme d'argent colossale et finalement sans bénéfice. Et voilà. Donc la RCP est très utile également pour guider les patients. Ensuite, effectivement, donc, des centres accrédités, vous l'avez dit. Alors nous, comment on fait en pratique sur les malades greffés? Je vais les voir chez Nathalie en hémato, tout simplement. Les malades ne viennent pas en neurologie durant les 3 à 6 mois. On va les voir quand ils font leur suivi en hématologie, ça se passe très bien. Et moi, je leur dis d'emblée, les patients candidats à la greffe, vous serez plus suivis pendant un certain moment en neurologie clinique.
parce qu'on est secondaire. On est important dans l'évaluation, bien sûr, mais dans les complications et comorbidités post-greffe, c'est vous qui avez le dominant. Il faut que le patient comprenne ce que c'est un service d'hématologie, c'est plus un marteau réflexe et un diapason. Alors, quand on voit effectivement les activités de greffe, hein, vous avez un peu cité ces chiffres, hein, dans la sclérose en plaques en France, finalement, peu de malades, les choses se mettent en place tout doucement. Mais ce qui est important, c'est la maîtrise de la maladie, et on rentre dans les critères d'évaluation de la maladie, et donc on a ce qu'on appelle un score de NEDA, qui est No Evidence of Disease Activity. Il y a différents NEDA, 3, 4, là on utilise le NEDA 3, pour vraiment les spécialistes. Et vous avez une compilation entre le poussé, les données IRM, et la progression, et surtout la déambulation des patients. Et donc, quand on voit comment les traitements aujourd'hui dans la sclérose en plaques classiques, immunomodulateurs, immunosuppresseurs, arrivent à une situation de NEDA, eh bien, ce n'est pas très satisfaisant. Si vous prenez par exemple le Lemtrada, qui est quand même probablement la molécule qui est la plus puissante actuellement dans la thérapie de la sclérose en plaques, on a à 2 ans 39% de NEDA, ce qui veut dire qu'avec les thérapies les plus puissantes données dans des malades précoces en plus, puisque c'est l'étude KRMS, eh bien finalement 40% à peu près des patients vont être mis en rémission de la maladie. Donc on voit qu'on a besoin d'autres solutions thérapeutiques et que l'autogreffe est une des solutions thérapeutiques. Et effectivement, si on regarde les malades qui ont une bonne indication avec l'autogreffe dans la sclérose en plaques, 3/4 des patients ont un NEDA 3 à 3 ans, qui va être conservé à 4 et 5 ans. Ce sont des malades dont l'indication est bonne, c'est-à-dire que ça va marcher, et ils ne vont pas faire de complications. La grande crainte du neurologue, c'était d'avoir des complications, morbidité ou mortalité. Et en fait, on voit bien que quand vous avez changé vos conditionnements, et en plus les malades sont bien sélectionnés, on diminue énormément la morbidité et mortalité. Et donc voilà, là, en termes de conclusion, aujourd'hui, c'est un schéma qui est très pédagogique, mais que j'aime bien, avec la prise en charge thérapeutique de la pathologie, avec les premières lignes, les immunomodulateurs, injection ou par voie orale. En cas d'échappement thérapeutique, le passage aux deuxième ligne, les anticorps monoclonaux et les immunosuppresseurs fingolimod. En troisième ligne, on arrive à méthoxantrone et la lamtuzumab que vous connaissez. Et ensuite, on arrive à la greffe. Le problème, c'est sur ce chapeau qui est le nombre le moins important de patients, c'est est-ce qu'on va descendre en fait pour élargir la base. Alors, nous, à Montpellier, on suit 2800 patients sclérose en plaques. On est le 8e centre français. On a eu, sur 2018, une indication d'autogreffe dans la sclérose en plaques chez les patients. Finalement, on ne l'a pas greffé. Il a été traité par anti-CD20 à sa demande. C'est un patient qui était en échappement thérapeutique, qui avait un DSS à 5, qui était rémittant, qui avait eu plusieurs lignes thérapeutiques. Et j'ai fait une modélisation, un malade sur 2800 sur un an, ce qui veut dire qu'en France, il y a 50 malades par an, à peu près. Voilà les chiffres qu'il faut retenir. Ce qui fait à peu près 2 malades par centre par an à peu près. Donc c'est à peu près les... Voilà, il faut se donner des limites dans la vie. Moi je dirais qu'en France, s'il y avait entre 40 et 50 patients sclérose en plaques autogreffés, on est dans la bonne épidémiologie de cette indication thérapeutique. Des questions restent posées bien sûr. Et une question qui est extrêmement simple, c'est est-ce qu'on peut regreffer des malades dans la sclérose en plaques ? Des malades qui révoluent quelques années plus tard. Alors, ce n'est pas très bien connu dans la sclérose en plaques. Par contre, vous avez une maladie cousine de la sclérose en plaques qui s'appelle la maladie de Vic, qui est une maladie auto-immune, systémique quand même, la maladie de Vic par rapport à la sclérose en plaques. Et vous avez un très joli papier de Giancarlo Comi de San Rafael de Milan, qui a fait 2 autogreffes dans une maladie de Vic qui était réfractaire à tous les traitements et qui était complètement stabilisée ensuite. Donc, voilà, le problème, même si en allant plus loin, si vous déplacez le curseur plus tôt dans l'indication, vous allez vous retrouver quelques années plus tard dans une réévolution de la maladie. C'est des cycles, hein, la maladie au niveau inflammatoire, et peut se poser le problème éventuellement de regreffer le malade, ou est-ce qu'on peut redémarrer des thérapies lourdes, comme les anti-CD52, après les autogreffes. Aujourd'hui, on n'a pas de données disponibles. Je vous remercie.